Trois présentateurs aujourd'hui avec nous, Visou Adi de Mitax, Charles-Antoine Russell qui vient de MedTech Plus et Aurélia Fleury de Société Inclusive. Ils vont tous les trois nous parler d'opportunités de financement en partenariat, mais juste avant de leur passer la parole, je vais juste vous... Ici, juste prendre une seconde pour vous parler d'un programme de financement qui est venu de la FARQ, qui vient tout juste d'être lancé. Donc, je ne vous parlerai pas en détail. Je vais mettre le lien dans le chat quand la présentation sera commencée. Mais juste pour vous dire que ce programme existe et c'est un programme de soutien en entrepreneuriat scientifique. Donc, je vais arrêter mon partage et je vais donner les droits de partage à nos co-conférenciers. Donc, si je... Les règles. Oui, je crois que vous l'avez déjà. Donc, je vais passer la parole à Visou Adi de Mitax. Merci, Visou. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est beau. Oui. Et est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Parfait. Parfait. Donc, bonjour à tous, mon nom c'est Visou Adi. Je travaille pour Mitax à l'Université de Montréal et je suis conscient aujourd'hui qu'on a des chercheurs à la fois de l'Université de Montréal et de McGill et éventuellement d'autres universités. Donc, dans ma première slide, je vous ai mis les informations de contact des différentes personnes à McGill et à l'Université de Montréal. Si vous avez besoin de rentrer en contact avec d'autres représentants dans d'autres universités, n'hésitez pas à me contacter. Je suis très content de participer à cet atelier aujourd'hui. Je vais essayer de rester un petit peu général dans mes informations que je vais vous apporter. Mitax, on est un organisme à but non lucratif national et on est financé par les 2 paliers de gouvernement. Et cet argent-là, on va l'investir dans une mission qui est de constituer le Canada, de la porter en tête de file parmi les pays qui participent à l'innovation. Donc, on a différentes façons de remplir cette mission. Donc, notre mandat, ça va être de participer, de soutenir la recherche et l'innovation collaborative. C'est vraiment sur ce mandat qu'on va se concentrer. Et on a 2 grands chapeaux pour remplir cette mission. Premièrement, ça va être d'apporter un soutien pour les collaborations entre les universités canadiennes et les universités à l'étranger. Et le deuxième chapeau, ça va être au sein de l'environnement de recherche et innovation canadien, c'est de soutenir des projets, des stages de recherche qui se font entre le milieu universitaire et le milieu non universitaire. On va voir quel type de milieux non universitaires sont éligibles. À travers cette mission, une autre sous-mission qui découle, pour nous, ça va être de créer à la fois un environnement et un contexte dans lequel on va pouvoir placer nos étudiants diplômés avec des savoirs pointus, à la fois dans des centres de recherche d'excellence, mais aussi dans un environnement non académique. Et donc, c'est vraiment de réussir ce placement des diplômés qui semble être un enjeu à l'échelle nationale. Pour vous soutenir dans vos recherches, dans vos approches innovantes, nous sommes plus de 400 employés à l'échelle nationale avec une très forte concentration dans la région du Québec et notamment une forte concentration des représentants de Mitax dans la région du Québec. Donc, à l'échelle nationale, on travaille avec les plus grandes universités et on essaie aussi de nous déployer, de nous rapprocher des collèges, des cégeps, CCTT, qui participent à cet environnement d'innovation. Donc, on essaie de créer des ponts entre ce que nous faisons à l'échelle universitaire et ce qu'on fait à l'échelle des collèges. Entre nous, représentants ou juste membres de Mitax, on va travailler de façon très collégiale. Donc, à chaque situation que vous nous présenterez,
Notre objectif, c'est vraiment de trouver le meilleur contexte, la meilleure situation pour laquelle Mitax va pouvoir vous financer. Donc, on va s'échanger les projets entre représentants de Mitax pour vraiment trouver la bonne solution et le meilleur financement possible pour vos projets. Donc, voilà un peu ce qui est Mitax, qu'est-ce que nous faisons et puis comment on reste à votre disposition pour vous aider. Donc, pour reprendre un petit peu tout ce que je vous ai dit, les deux grands chapeaux, la collaboration entre universités canadiennes et universités à l'étranger, le deuxième chapeau, université et milieu privé, et le spectre de la recherche-innovation qu'on essaie de couvrir. Donc, pour remplir les différentes missions dans ce spectre, on a à vous proposer différents programmes de bourses qui vont s'adresser aux étudiants. Et aujourd'hui, ceux sur lesquels je vais me concentrer, et toujours de façon très généraliste, ça va être les programmes accélération ou stratégie d'entreprise qui ont la même structure et qui ont deux portées différentes. Ici, accélération, ça va être un projet qui va se concentrer sur des projets de recherche collaborative et stratégie d'entreprise va se concentrer sur un soutien à l'innovation qui se fait en dehors de la recherche et notamment donc, tout ce qui va venir autour de votre innovation de recherche. Donc, par exemple, la communication, le transfert de connaissances, créer des plateformes, sécuriser des stratégies de propriété intellectuelle autour de votre innovation, celle que vous partagez avec vos partenaires extérieurs. Donc, pour cela, vous pouvez aller recruter des étudiants en marketing, en droit, en communication pour accompagner votre stratégie. Le deuxième programme sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, ça va être le programme Élévation. Donc, on est toujours dans la recherche collaborative entre secteur privé et secteur académique. Mais ce programme-là, il s'adresse aux postdoctorants. C'est un programme très intéressant parce que non seulement on propose de fournir une bourse sur 2 ans, mais en plus, on propose une formation sur le leadership, la communication, la gestion de projet et le réseautage. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de faire de vos postdoctorants des personnes qui vont rentrer dans des cercles d'excellence, dans des centres de recherche d'excellence ou rentrer dans l'entrepreneuriat ou atteindre des postes importants dans le secteur privé. Et enfin, on a une série de programmes qui rentrent dans la thématique Global Inc. Ici, on est dans à la fois attirer des étudiants vers nos universités, mais aussi proposer à nos étudiants d'aller à l'étranger, de partager une expérience de recherche conduite dans un autre laboratoire parmi les pays et les institutions partenaires. Donc, voilà à peu près les différents programmes qu'on pourrait aborder aujourd'hui. Je vais rester très généraliste. Dans un premier temps, me concentrer sur accélération et stratégie d'entreprise, vous dire qui est éligible pour ce programme. Et puis, rapidement, on va passer par élévation et global. Donc, très généralement, accélération et stratégie d'entreprise, en général, vous ou vos partenaires, vous venez nous voir avec un projet en tête qui est plus ou moins défini. Ce qui est bien, c'est que toutes les disciplines sont admises pour nos programmes. On peut même croiser les disciplines. Et je sais qu'écrire, c'est une habitude que vous avez d'essayer d'avoir une approche transdisciplinaire. Donc, tout est bienvenu ici. Très rapidement, donc comme je disais, accélération, c'est pour des projets de recherche, stratégie d'entreprise, soutien à l'innovation. En général, pour ces programmes-là, accélération, stratégie d'entreprise et même pour élévation, ce dont on a besoin, c'est de 3 différents partenaires en plus du projet. Donc, en général, on a un professeur à l'université ou dans un collège. On a des étudiants qui sont prêts à faire un stage ou qu'on peut laisser le temps qu'on n'a pas besoin de déterminer immédiatement, mais qu'on sait qu'on aura besoin de stagiaires. Et troisièmement, un partenaire non académique. Donc, ça peut être une entreprise, une OBNL, et on va revenir dessus. Pour les professeurs, donc c'est tous les professeurs admissibles au financement des 3 conseils. Pour les étudiants, ça va être des étudiants du collège au postdoctorat, sans restriction de citoyenneté, sans restriction d'étudiants à temps plein ou temps partiel. Tout ce qui compte pour nous, c'est que l'étudiant ait un statut à l'université ou au collège et qu'il partage son temps de stage entre le milieu de recherche universitaire et le milieu d'accueil
du stage. Donc, idéalement, c'est 50%, 50%. Dans le minimum des cas, c'est qu'on veut vraiment qu'il y ait un minimum de 25% du temps de stage qui soit passé chez le partenaire. Ici, vous verrez que certaines universités acceptent que des étudiants qui ont déjà diplômé puissent participer à ce programme-là jusqu'à 2 ans après leur diplomation. Donc, ce n'est pas le cas de l'Université de Montréal. Chaque université a sa façon d'utiliser nos programmes. Toujours s'en renseigner auprès de votre bureau de recherche et de valorisation de la recherche si cette option est possible. Comme je vous le disais tout à l'heure aussi, les étudiants qui participeront à vos projets de recherche collaborative, vous pouvez en déterminer certains, mais aussi compter sur l'avenir pour dire d'ici 2 ans, dans mon projet, j'attendrai de voir qui sera l'étudiant disponible pour participer à mon projet. Donc ça, c'est important à tenir en compte, à la fois pour des projets que vous allez soumettre immédiatement, qui vont commencer immédiatement, et aussi pour des projets qui se font sur le long terme. Donc d'ici 2 ans, vous ne savez pas qui sera là. Maintenant, ce qui est important, je pense, pour cette présentation, c'est de savoir qui sont les partenaires admissibles, les organismes partenaires admissibles. Donc, on a les organismes à but lucratif, les entreprises. Ça peut être des entreprises canadiennes ou des entreprises internationales. Parmi les organismes à but non lucratif, là, on va vérifier que ce sont bien des EBNL canadiennes et que leurs sources de financement ne soient pas redondantes avec les sources de financement de Mitax. Donc ça, c'est une évaluation en interne que Mitax prend en charge. Donc, si vous travaillez avec des EBNL, n'hésitez pas à nous contacter, à nous donner juste le site internet et on va s'occuper de vous donner la réponse, de savoir s'ils sont admissibles ou pas. Parmi les EBNL, on a 2 nouveaux types de partenaires qui sont admissibles depuis l'année dernière. Ça va être les hôpitaux, comme établissement d'hôpital où les gens vont se faire soigner. Donc, les hôpitaux sont admissibles à condition que le projet apporte un bénéfice clair et direct pour leur fonctionnement, accompagnement des patients, amélioration des conditions de travail des employés, atteindre des objectifs de politique générale, carboneutralité, EDI, équité, diversité, inclusion. Donc, pour tous ces types de projets-là, les hôpitaux peuvent financer ces projets et accueillir des stagiaires. Comme on sait qu'au Québec, les hôpitaux n'ont pas un statut très clair, on va permettre aux hôpitaux, donc l'établissement où les gens vont se faire soigner, d'aller chercher leur financement auprès des SUS, auprès de leurs fondations et auprès d'autres partenaires admissibles pour des stages Mitax. Deuxième nouveau partenaire, type de partenaires qui sont admissibles, ce sont les municipalités. Donc, en fonction des municipalités, ça va être des agences municipales, donc le département des pompiers ou la MRC qui pourra financer des projets. Et dans la thématique de santé, ça peut être un partenaire qui peut être intéressé. On peut parler, par exemple, de l'impact du niveau de pollution de l'urbanisme et l'accès à la mobilité pour des personnes qui ont une mobilité réduite. Tous ces projets-là peuvent intéresser des municipalités. Donc, n'hésitez pas à sonder leur intérêt ou à venir sonder chez nous si on a déjà des projets qui ont déjà été cofinancés par des municipalités. Donc, voilà un peu pour les admissibilités. Pour la structure des projets, en gros, Mitax va structurer un projet va le découper en unités de stage, ce qu'on appelle des blocs ou des modules. Un bloc, ça va être 4 mois à 6 mois. Et dans un projet, on peut avoir 1 à plusieurs étudiants et chaque étudiant peut faire 1 à plusieurs modules. Donc voilà pour la structure. Et le financement va être déterminé par module. Donc ensuite, on va multiplier le financement par le nombre de modules dans un projet. Donc généralement, on va demander aux organismes partenaires d'investir 7 500 par module. Mitax vient rajouter une autre contribution de 7 500, ce qui fait une enveloppe de 15 000 $ par période de 4 à 6 mois. Et dans cette enveloppe, on a toujours une partie minimum qui va être adressée aux stagiaires et une partie qui peut être utilisée pour des frais de recherche ou de projet. Donc, parmi les frais de projet, ça va être comme la FRQ, CIHR. On a frais de publication, achat de matériel, équipement,
recrutement d'une autre ressource humaine, donc un technicien par exemple, ou inscription à des conférences, etc. Donc, ce que je vous présente, c'est vraiment le modèle standard de financement. On a d'autres niveaux de financement, notamment 5 000 plus 5 000 et 10 000 plus 10 000. J'essaie de rester général. Si vous avez un projet qui rentre dans nos critères, venez nous en parler et puis on va vous détailler vraiment tous les types de financement, les avantages pour des projets longs, pour des projets avec plusieurs étudiants et on va toujours essayer d'aller chercher la meilleure option de financement pour vous et vos partenaires. Un mot très simplement pour vous dire que les programmes MITAX peuvent être utilisés en tant que tels ou conjointement ou parallèlement à d'autres sources de financement. Ici, j'aime vous citer en général le programme accélération de MITAX qui peut être inséré dans une demande CRSNG Alliance. Et là, non seulement il y a une facilitation administrative qui est proposée, excusez-moi, mais en plus de ça, pour les PME, par exemple, on peut avoir un avantage financier synergique. Donc, pour une PME qui investit $1, par exemple, Alliance va proposer $2 en plus et Mitax va proposer $1 en plus en équivalent de bourse. Donc, renseignez-vous si vous avez déjà des partenariats ou si vous construisez une demande avec d'autres sources de financement, que ce soit fédéral ou provincial, n'hésitez pas à nous en informer. Et on va vous proposer, si on a des programmes qui vont être conjoints ou compatibles avec ces autres sources de financement. Les programmes accélération et stratégie entreprise sont non compétitifs, sont ouverts toute l'année, ont un taux de succès très, très élevé, donc plus de 95%. En gros, on ne met pas votre projet en concurrence avec d'autres projets de la même thématique ou dans des thématiques différentes. À partir du moment où on remplit les critères d'une demande, de donner des objectifs clairs, une méthodologie claire, un calendrier et des justifications d'interaction, pour nous, ça va être argent comptant et puis on va soumettre votre demande à des évaluations soit externes, soit internes et vous proposer, si nécessaire, des retours, des critiques constructives pour qu'au final, votre demande soit acceptée. On a différentes variations de notre programme accélération ou stratégie d'entreprise. Si votre entreprise est internationale, si vous avez des étudiants entrepreneurs, si vous touchez à des sujets, par exemple, où le partenaire n'est pas un expert, mais veut explorer, on a toute une gamme de programmes où on essaie de faciliter le début d'un projet ou le financement d'un projet. Rapidement, je vous touche un mot sur le programme Élévation, qui est dédié au postdoc. On est dans la même thématique de collaboration entre universités et secteur non universitaire. Comme je vous ai dit, ici, on a une bourse qui est très intéressante. Donc, on va atteindre des salaires annuels entre 70 et 80 000 par an sur 2 ans. Et en plus de ça, on a une formation en développement professionnel. Cette année, et en ce moment, on a un appel qui est ouvert jusqu'à fin juin sur 8 thématiques. Donc, si vous avez un projet et un postdoc qui rentrent dans ces thématiques-là, contactez-nous. On vous explique le processus, on vous accompagne à travers le processus. Et juste un mot pour vous dire que ce programme, il est compétitif, mais on est toujours dans des taux de réussite qui vont entre 70 et 80%. Très rapidement aussi, je vais vous passer au programme Globally. Comme je vous ai dit, on a un programme qui sert à attirer des talents universitaires en fin de premier cycle à l'étranger et essayer de leur proposer un stage. Et puis à l'issue de ce stage-là, Mitax va leur proposer une bourse pour continuer leurs études au cycle supérieur dans n'importe quelle université canadienne. Donc, c'est un concours annuel où, en fait, chaque année, au mois d'avril, on appelle les chercheurs à déposer un projet. Au mois de septembre, les étudiants vont faire une liste de préférence de leur projet et puis on essaie de matcher pour que chaque étudiant puisse avoir un projet pour lequel il puisse venir faire un stage, donc en général l'été pendant 12 semaines, et pour lequel Mitax va payer tous les frais, donc déplacement, hébergement, per diem,
Donc, c'est vraiment très intéressant et puis ça permet éventuellement d'avoir une bourse pour les étudiants que vous pouvez ensuite encourager à poursuivre leurs études avec vous. Deuxième type de stage Globaling, ce qu'on appelle la bourse de recherche Globaling. Ici, c'est des mobilités entrantes et sortantes pour les étudiants canadiens ou à l'étranger. On a une liste de pays partenaires et d'institutions partenaires. Donc, on vous invite à aller communiquer avec soit notre représentante à l'Université de Montréal, soit dans votre université, et aussi sur notre site Internet pour connaître la liste de nos partenaires. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir des étudiants qui, pour 12 à 24 semaines, ont une bourse de 6 000 $. En fonction des universités, on a différentes ententes qui permettent à Mitax de financer soit la moitié, soit un tiers de cette bourse-là. Et l'autre portion de la bourse peut venir soit de l'université, des chercheurs. On essaye d'éviter que ce soit l'étudiant qui paye pour l'autre portion de la bourse. Ce programme-là, il est accepté en tout temps, avec un taux de succès très élevé aussi, plus de 95%. Encore une fois, toutes les disciplines sont admises. Et puis, c'est une décision qui est communiquée en un peu plus que 12 semaines en ce moment, mais ça reste encore des problèmes de mobilité qui sont traités de façon globalement très rapide par rapport à tout ce qui se fait d'autre. Donc, voilà à peu près pour la vision globale de nos programmes. Nous avons nos partenaires qui nous financent et qu'on remercie, mais je vous remercie vous aussi pour votre écoute et éventuellement des questions que vous auriez. Merci beaucoup, Visou. Donc, on va laisser les questions pour la fin, comme nous avons pris un peu de retard. Donc, on va passer à Charles-Antoine. Mais entre-temps, pendant que Charles-Antoine s'installe, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre dans le chat. Comme ça, elles seront prêtes dès que la session de questions sera ouverte à la fin. Super. D'abord, un gros merci à l'équipe du CRI pour cette invitation-là. Ça me fait plaisir de vous rencontrer et de vous voir. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de MedTech Plus. MedTech Plus, à la base, c'est quoi? C'est un consortium industriel d'innovation en recherche en technologie médicale. Ça peut être appliqué en santé également. Rapidement, ça peut être mon truc freeze. OK. Qui on est? D'abord, on est financé par le gouvernement du Québec, plus précisément le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, nous, on est vraiment une OBNL, puis notre but, c'est vraiment de gérer les programmes de subvention du MEI. Donc, c'est vraiment des subventions principalement pour les universités, en partenariat avec les universités puis les entreprises là, pour des projets collaboratifs. Donc, ça fait 10 ans qu'on est dans l'écosystème, puis avec nos programmes forts, on a à peu près une centaine de projets approuvés jusqu'à maintenant pour une valeur totale de 78 millions. Ces chiffres-là sont même revus à la hausse avec cette année, puisqu'on n'a pas encore les chiffres également pour la reddition de compte, mais ça va sortir bientôt. Donc, on est à peu près 200 membres. Du consortium, principalement des industriels. Je vais avoir des pourcentages un petit peu plus tard. On a également reçu du financement fédéral. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça vient pallier un peu des endroits qu'on n'avait pas nécessairement avec la subvention provinciale. Donc, c'était vraiment pour créer des centres d'excellence en commercialisation de la recherche. Ça veut dire quoi, en gros? C'est dans notre programme, si vous regardez à droite, on a le programme Beachhead, donc c'est un programme d'accélération. Dans le fond, c'est pour intégrer les startups et des technologies médicales dans les milieux réels, dans les institutions hospitalières de recherche. Donc, c'est vraiment plus des projets pilotes, puis tout ça fait en partenariat avec des chercheurs, cliniciens, puis tout ça. Donc, dans des hôpitaux sélectionnés, puis tout ça. On a également un fonds d'investissement, mais ça, je vais passer rapidement par-dessus puisque ça implique plus les startups. Voilà. Donc, ici, notre réseau, on voit beaucoup de membres. On a vraiment beaucoup de PME, beaucoup de startups et de PME. C'est à peu près le 3/4 de notre écosystème. Et on a également les CCTT, des centres de recherche, que ce soit public, privé, beaucoup d'universités également. On a aussi des grandes entreprises, là, comme par exemple Siemens, J&J, puis tout ça. Puis également, vu que on a cette portion-là de membres, mais dans notre écosystème en général, là, on a plus de 200 personnes aussi qui ne sont pas nécessairement membres, mais qui ont été dans des projets passés, puis tout ça, puis sont des collaborateurs. Donc, MedTech, c'est aussi un accélérateur. Donc, oui, on est un réseau, on est un accélérateur. Ça, c'est vraiment plus aussi pour les startups, puis tout ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des spin-outs, tout ça, mais on fait également du coaching privé pour les startups. Ça, c'est financé également complètement par le gouvernement fédéral.
Donc, pour nos programmes de financement, nous, on se base vraiment beaucoup sur l'échelle de TRL. Donc, c'est Technology Readiness Level, l'échelle de maturité technologique. Donc, notre programme principal, Impact, là, va se situer sur toute l'échelle de TRL. Donc, TRL de départ 1 à 3. Donc, 1, c'est vraiment l'idée de base. 3, on parle de la preuve de concept. Quand on arrive à 4, c'est vraiment plus prototype et on commence à valider la technologie en laboratoire. Puis après ça et plus, donc on rentre dans le pré-commercial. Puis ça, donc Impact et Partenariat, qui sont nos deux programmes, vont couvrir pas mal tous ces paliers-là. On avait d'autres programmes à thématique ou des programmes avec des termes nécessairement, comme le FSI 3S, c'était vraiment plus au niveau de la validation dans des CIUS, puis tout ça pour la validation réelle. Donc, ça, on impliquait les chercheurs pour être sur les comités d'évaluation de pertinence de ces projets-là. IDA, c'était pour certification et homologation. Donc, ça, c'est vraiment dans la phase pré-commerciale. Invest, on investit plus tard. Et Beachhead aussi, c'est dans les phases pilotes là, en pré-commercial. Donc, je vais skipper rapidement par-dessus ça. Ce qui nous intéresse vraiment, ça va être le MedTech Impact ici, parce que c'est un programme qui va subventionner un projet collaboratif industriel et partenaire académique/clinique. Donc, l'argent de cette subvention-là va directement à l'établissement de recherche aux chercheurs. Et ça, on a deux volets. Donc, un projet qui commence en TRL 1 à 3 jusqu'à la preuve de concept. On a un minimum de 2 partenaires privés, donc 2 compagnies. Ça peut être 2 compagnies industrielles ou une compagnie industrielle, puis des fois, ça peut être une fondation si les règlements d'appariement fonctionnent, dépendamment des fonds de la fondation, d'où ce que ça provient. Donc, les partenaires privés vont mettre 20 du coût total du projet en cash. Medtech Plus va fournir 40 du projet, jusqu'à un maximum de 1,5 million de subventions. Ça veut dire que ça va être des projets à plus de 3 millions. Puis ça, ce 40 %-là, c'est mis en cash. Mais il y a aussi l'opportunité d'avoir du cofinancement fédéral ou de d'autres institutions. Dans le fond, la règle de base, c'est qu'on ne veut pas de double dipping. Il ne faut pas que ça vienne de la même enveloppe. Donc, normalement, le provincial, ça va être du MEI. Donc, normalement, on conseille en général de trouver du coopératement qui n'est pas provincial. Donc, comme Lizzie vous a présenté, là, donc Mitax va fonctionner, CRSNG va fonctionner également. On a d'autres financements aussi, comme les IRSC, on a Transmedtech, HBHL, Edgewell aussi. Ça, c'est tout éligible pour du cofinancement. Ça veut dire qu'en subvention, vous êtes capable d'aller chercher jusqu'à quand même 80 d'un projet de recherche là, avec des fonds publics, puis le reste, ça va être les partenaires privés qui vont se répartir les coûts en cash. Quand on a un projet un petit peu plus mature, TRL 4 à 6, c'est vraiment validation en laboratoire, validation clinique. Supposons que l'équipe a fait un algorithme, tout ça, puis qu'une compagnie a développé un algorithme, ils sont prêts à le valider avec des données des hôpitaux, des données de recherche, puis tout ça, ben, ça va être plus ce genre de projet-là. MedTech Plus, la subvention va être de 20 %. Ça veut dire qu'on fait le switch. Dans le fond, à la place d'être 40 20 ça va être l'inverse, 20 40 Sauf que dans le 40 des industriels, il y a 20 qui sont acceptés en nature. C'est-à-dire que la moitié de la contribution industrielle va être acceptée en nature. Ça veut dire qu'au final, dans les meilleurs des scénarios, si on obtient le coappariement, ça va être le même 20 en cash que la compagnie va avoir à mettre. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment pour, mettons, des validations cliniques qui incluent des projets de recherche, puis en vue d'avoir des publications, puis tout ça, mais ça permet d'avoir quand même un rabais de 20 de ce projet-là avec MedTech Plus. Puis il y a des mécanismes de cofinancement qui permettent d'aller chercher l'autre 40 Partenariat, c'est vraiment une initiative lancée par le gouvernement, le MEI, puis avec aussi Investissement Québec. Donc, c'est vraiment leur programme innovation, le volet intelligence artificielle. Donc, on a deux programmes. Le programme académique ressemble beaucoup maintenant. On avait des pourcentages différents, mais maintenant, ça a été repallié. Les pourcentages ressemblent beaucoup à TRL 4.6. Fait que ça va être le même montage, sauf que ça fait partie d'une autre enveloppe. Donc, des fois, il y a plus d'argent qui peut être distribué si c'est un projet en intelligence, avec des composantes d'intelligence artificielle. Des fois, ça peut être avantageux de déposer sous partenariat au lieu de MedTech Impact régulier. Sinon, on a un partenariat entreprise. Je vais y aller rapidement parce que ça, c'est des dépenses principalement en entreprise, mais il y a quand même 20 du projet minimum qui doit être fait avec un centre de recherche. Puis tout ça. Donc, principalement, souvent, c'est avec des étudiants. Donc, il va y avoir un MITAX qui va être payé avec ça. S'il y a des étudiants d'un projet de recherche qui veulent participer, qui veulent avoir de l'expérience terrain, puis tout ça. Donc, on a beaucoup de tie-in avec MITAX, avec nos programmes. Là. Donc, on travaille souvent ensemble. Donc, ça, c'est vraiment des remboursements des dépenses en entreprise. Donc, 50 du projet ou des dépenses en entreprise vont être couverts. Le minimum, c'est 25 pour les deux PME, puis l'autre 25 de co-appariement.
Donc, ça peut être mi-taxe, puis tout ça, puis c'est vraiment ça. Pour vous donner des chiffres, on a une centaine de projets qui ont été financés. Ça fait 10 ans qu'on est dans l'écosystème. 78 millions de dollars en valeur. On a eu beaucoup de cofinancement, comme 40 avec mi-taxe. Le tiers des projets ont été cofinancés avec le CRSNG. On a énormément de publications scientifiques qui sont soit publiées ou soit prévues de publications, puis tout ça. Donc, oui, c'est les ministères de l'économie et de l'innovation qui sont nos bailleurs de fonds, mais ils mettent beaucoup d'emphase sur les projets pour avoir des retombées scientifiques et des retombées pour la relève scientifique. Donc, c'est vraiment important pour eux d'avoir des publications, d'avoir des étudiants formés, puis tout ça. Donc, tout ça fait partie des bénéfices pour le Québec. Donc, c'est vraiment de créer un rayonnement puis une expertise dans nos domaines, puis tout ça. Beaucoup de partenariats, beaucoup d'organisations impliquées aussi qui ne sont pas nécessairement des bailleurs de fonds pour le projet, mais qui vont être des partenaires ou en collaboration. On a des projets par thématique, vous avez des petits chiffres en bas. Donc, oui, les technologies médicales, MedTech, on pense que c'est plus souvent restreint que ça l'est réellement, parce que nous, c'est tout ce qui va avoir un impact sur le système de santé. Ça veut dire qu'on peut avoir des projets de technologie d'optique photonique pour, mettons, la détection de COVID, puis tout ça, des projets en oncologie, des projets en maladie mentale, des projets en IA, des projets en IA appliqués pour des plateformes numériques en maladie mentale. Donc, ça va vraiment, c'est pas juste des orthèses, des prothèses, des choses comme ça, c'est que c'est vraiment large pour le système de santé. Fait il y a beaucoup de projets qui sont éligibles là, par nous. Donc, voilà. Des avantages de faire des projets collaboratifs avec MedTech+, c'est qu'on a de l'accompagnement pour la montée de vos projets. Donc, c'est pas juste comme vous remplissez un formulaire, vous croisez les doigts pour savoir si vous obtenez la subvention ou non. On va vraiment vous accompagner durant le montage du projet, que ce soit au niveau du budget ou même pour la recherche partenariale. Donc, si jamais vous êtes des chercheurs et que vous cherchez un partenaire industriel, vous ne savez pas trop où aller, nous, on a notre réseau, puis ça, donc on est capable de vous faire rédiger un petit one-pager de ce que vous recherchez comme projet. Puis nous, on va l'utiliser à travers notre réseau, puis on va vous suggérer un peu les partenaires potentiels. On va organiser des rencontres, on va s'assurer que le coût appariement va être bien calculé, puis qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de double dipping, puis tout ça. Donc, c'est vraiment, on a vraiment un beau taux de succès. Au premier dépôt, c'est 60% le taux de succès. Je dis premier dépôt parce que si jamais le projet n'a pas passé au premier dépôt, on vous renvoie les commentaires puis les pistes d'amélioration pour votre projet. Vous êtes capable de redéposer à la tombée suivante. Puis là, les pourcentages de succès est à 80% au deuxième dépôt. Ces dépôts-là, c'est à tous les 3 mois. Donc, il y a 4 dépôts par année pour le programme Impact régulier. Au niveau de partenariat, c'est à tous les 6 mois. Donc, le prochain, ça va être en octobre. C'est un peu la même chose que la plupart des programmes chez Mitac, ce n'est pas un concours. Donc, peu importe le nombre de demandes, puis tout ça, si votre projet est solide, vous avez la même chance que votre projet passe, qu'il y ait 10 applications ou 20 applications par tombée. Donc, c'est vraiment pas un concours. Le but, c'est vraiment de maximiser les chances d'obtenir la subvention. On a également du lancement d'initiatives thématiques. Donc, on a des projets thématiques qui sont spontanés, qu'on n'a pas nécessairement tout le temps les règles de subvention, puis ça, ils changent beaucoup par ces moments-là. Mais si vous faites partie des membres MedTech+, ben vous êtes abonné à l'infolette, donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à ces lancements d'initiatives thématiques. Il y a beaucoup de trucs qui sont sous embargo maintenant, mais il y a 2 gros programmes là, qui vont sortir très, très bientôt. Je ne peux pas vraiment en dire plus, mais ça s'en vient bientôt. On va avoir le droit de diffuser plus d'informations à ce moment-là. Les thématiques, je peux annoncer les thématiques, mais je ne peux pas donner plus de détails. Donc, c'est chaîne d'approvisionnement, puis l'autre, c'est avec Quality Aging. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, mais ça pourrait être super pertinent pour vous bientôt. Donc, aussi, on a des processus harmonisés avec les organismes de cofinancement. Pas encore avec le CRSNG, mais avec MITAX. On en a un. Donc, nous, dans notre formulaire MedTech, on a une section MITAX. Dans le fond, vous remplissez quand même la demande MITAX complète, puis vous copiez les sections importantes dans le résumé dans la demande MedTech, puis il va y avoir seulement une évaluation. Puis nous, dans notre comité d'évaluation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter une personne de MITAX qui va évaluer la portion stage de ça. Ça veut dire qu'il va avoir besoin juste d'avoir une évaluation pour le projet. Puis si le projet MedTech+ va passer, le MITAX va passer aussi si jamais au niveau administratif, tout est correct, là. Donc, ça peut vous aider aussi parce que, on sait que des fois, avec le coût appariement, vous avez 3-4 demandes en même temps pour un même projet. Mais là, au moins, vous êtes capable d'en sauver au moins une, là. Donc, c'est ça. Donc, je suis allé vraiment en superficie parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'informations. Puis, c'est vraiment du cas par cas par rapport au projet. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon adresse courriel est là. La présentation va pouvoir être partagée également, là. Donc, sans problème, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup. Donc, même chose, vous pouvez mettre vos questions dans le chat en anglais ou en français.
Et je passe la parole à Aurélia Fleury. Merci. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. Je vous vois hocher la tête, parfait. Merci Nancy, merci aux présentateurs et à vous toutes et tous d'être là aujourd'hui pour vous parler brièvement de Société inclusive, dont le nom intégral est Vers une société inclusive québécoise plus inclusive. Donc, beaucoup d'entre vous nous connaissent. On est une initiative de recherche intersectorielle qui vise à favoriser l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. On est initialement financé depuis 2017 par des fonds de recherche du Québec. Et puis, l'année passée, on a reçu le soutien de la Fondation Mirella et Lino Saputo dans le cadre d'un appel à projet. Donc, la Société inclusive, c'est né initialement de 4 porteurs de projets, dont le CRIR, le CIRIS, le regroupement inter et le réseau Repart, qui ont souhaité se rassembler pour créer davantage de liens entre le milieu de la recherche et le milieu universitaire et le milieu des partenaires, le milieu communautaire, les usagers et finalement toutes les personnes intéressées pour construire une société plus inclusive, afin que les projets de recherche soient en lien avec les besoins du terrain. Donc finalement, le point commun de tout ce qui va lier les gens autour de sociétés inclusives, c'est l'enjeu de travailler vers une société plus ouverte, accessible de façon universelle. On le fait à travers différentes actions, à travers des événements, des activités de maillage, des rencontres qui permettent aux équipes de recherche et aux partenaires, que ce soit des organisations communautaires du milieu professionnel, de la santé par exemple, ou des institutions ou des entreprises, de pouvoir se rencontrer. On organise des réunions pour pouvoir mailler les gens autour de projets. On soutient également à travers des financements d'appels à projets et de bourses ces projets et la recherche autour de l'accessibilité. Et on s'engage aussi dans la diffusion des connaissances pour pouvoir communiquer les avancées de la recherche et évidemment les besoins du terrain et des partenaires. Donc, Société inclusive, ça fait maintenant 5 ans qu'on existe. On rassemble une centaine de chercheuses et de chercheurs dans différents domaines de la recherche, des partenaires représentant des personnes en situation de handicap, mais aussi représentant des milieux comme l'emploi, la culture, le loisir, la technologie, etc. Donc, on est là. On a une équipe de 5 personnes, 2 co-directeurs qui sont Philippe Archambault et François Routier. Et puis, on est 3 agents de concertation intersectorielle pour faciliter justement l'émaillage et répondre à toutes vos questions. Et on accompagne donc depuis 5 ans des projets qui sont intersectoriels. C'est vraiment la singularité de Société inclusive, c'est de pouvoir croiser les approches de recherche. Les thématiques qui sont portées par Société inclusive, c'est le volet santé, adaptation, réadaptation, les environnements physiques, tout ce qui concerne attitudes, préjugés, discrimination et les l'environnement social. Oups, pardon. Je parlais d'un appel à projet. Initialement, on avait 2 appels à projet par année
Désormais, on en a un qui couvre des projets jusqu'à hauteur de 35 000 $, des projets qui sont donc collaboratifs et intersectoriels, donc qui vont impliquer forcément 2 chercheurs de domaines différents, ainsi que des partenaires. Et les projets qui sont soutenus visent à appuyer des projets innovants pour produire des changements, accompagner la transformation des écosystèmes ou mettre en œuvre des solutions. Cette année, probablement, la date est encore à définir, mais l'appel à projet sera sans doute publié au moment de l'automne de cette année. On a également du soutien... Mais oui. Pardon. Pour des bourses étudiantes, c'est des bourses qui sont données en lien avec la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc, à partir de septembre-octobre, on va relancer ces bourses pour soutenir des projets qui ont un impact social sur l'inclusion des personnes ayant des incapacités. Ça concerne les cycles 2 et 3. Donc, on a plusieurs bourses à fournir et les communications seront faites durant l'été pour annoncer les dates précises. Pardon. Pour donner un exemple de projet, de type de projet qui a pu être soutenu, c'est un parmi les 36 qu'on soutient, mais par exemple, il y a eu un projet qui a été réalisé, qui s'est terminé en 2019, dont l'enjeu était de réaliser un scan environnemental des offres de formation et de sensibilisation en lien avec les personnes en situation de handicap. Ce projet a abouti en termes de résultats à la co-construction d'une planification stratégique et d'un plan d'action pour lancer en fait une concertation afin d'harmoniser finalement les formations. Et c'est quelque chose donc, qui est né d'un projet de recherche et qui aujourd'hui commence à se construire une existence dans le milieu communautaire où les partenaires initiaux se sont rassemblés pour créer cette table nationale. Un projet qui était piloté par Annie Rochette et Patrick Fougerolas au niveau de l'équipe de recherche. Je parlais tout à l'heure du volet également de la diffusion des connaissances, d'essayer de faire élargir les connaissances et, dans tous les domaines. On a récemment, avec le CRIR, PSVI et l'unité de soutien SSA Québec, réalisé 18 capsules vidéo pour donner des outils, des bons coups sur la recherche participative. Donc, je crois qu'on va vous en montrer un petit extrait. Vous êtes également invité le 2 juin prochain, pour une durée de 30 minutes, on va effectuer le lancement de ce projet. Donc, vous êtes tous invités à y participer si vous le souhaitez. Je vous parlais de l'équipe tout à l'heure, donc Philippe Archambault que vous connaissez et donc François Routier, notre autre co-directeur, ainsi que les 3 agentes de concertation intersectorielle. Merci beaucoup et n'hésitez pas donc à nous suivre, à nous contacter par courriel à info@sociétéinclusive.ca ou encore sur les réseaux sociaux. On communique régulièrement les informations. Voilà, merci beaucoup, puis à tout de suite pour les questions. Merci beaucoup, Aurélia. Donc, je vais juste passer très rapidement dans le chat pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder les questions. Donc, la première question est venue de Carolina Bottari, qui voulait savoir pour Mitacs si la bourse Global Link sont renouvelables pour un même étudiant. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas renouvelable. Donc, c'est une bourse Global Link. Une seule, oui. Par université, effectivement. Parfait. Merci, Adi. Ensuite, les prochaines dates pour le dépôt des projets MedTech Plus. Donc, ce serait le 22 août avec la date de relecture interne le 10 août. Et une question de suivi au sujet du programme MedTech FSI-SSS.
Donc, peut-être je vais laisser Charles-Antoine préciser le Oui. mandat est fini. Oui, dans le fond, le mandat était pour 5 ans, puis le programme, c'est terminé, mais dans un des programmes qui s'en vient bientôt, il va pallier pour le même besoin, dans le fond. Donc, ça va être dans l'intérêt de maturité un petit peu plus tard, là. Donc, vraiment plus validation en milieu réel. Donc, ça va s'en venir, là. D'accord, et j'ai vu que Anouk a levé la main, donc c'est une question au sujet de BR Global Link. Entre autres choses, oui, c'est qu'est-ce qui différencie BR Global Link de Global Link? Je l'ai cherché sur Internet puis je ne trouve pas rien sur BR Global Link. En fait, je suis en train de vous écrire une réponse. J'ai mis BR pour Bourse de recherche Global Link. Oui. Parce qu'on a Donc, stage de recherche et bourse de recherche. Stage de recherche, c'est pour faire venir des étudiants en fin de premier cycle et leur donner l'opportunité de poursuivre après avec une autre bourse. Alors que bourse de recherche Global Link, c'est mobilité entrante et sortante pour une collaboration université canadienne, université étrangère. OK, donc la bourse graduée, la bourse d'études graduée n'est pas renouvelable, ils l'ont juste pour 1 an, mais si la bourse qui supporte un stage pendant leur baccalauréat, celle-là, ils peuvent l'avoir deux fois. Ben, en fait, ce serait difficile parce qu'ils sont censés être en fin de premier stage et puis passer aux études supérieures après, donc ils ne seraient plus éligibles pour une bourse de fin de premier cycle. Puis j'avais une question aussi, je ne sais pas si j'ai bien compris. Moi, j'étais sous l'impression que les partenaires industriels internationaux n'étaient pas éligibles. J'ai toujours, moi, j'en ai eu des bourses MyTax. On a toujours eu des partenaires canadiens. On pensait que c'était comme une condition absolue. J'ai vu que ce n'était pas nécessairement le cas pour le programme Accelerate, je pense. Effectivement, on a le volet accélération internationale où l'entreprise peut être étrangère. OK. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir... Dans ce cas-là, il faut toujours bénéficier. Ouais. Non, justement, l'idée ici, c'est de démontrer un bénéfice pour la société canadienne. D'accord. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Vraiment, là. Merci. Il y a une question de Carolina qui a levé la main. Oui, moi aussi, c'est pour Annie. Vous avez mentionné un peu rapidement qu'on peut collaborer avec les hôpitaux, puis vous avez nommé une série de projets qui peuvent aider les hôpitaux, mais est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur ça? Parce que je pense que c'est peut-être un partenaire justement qui a le potentiel avec qui on peut travailler. Là. Fait que peut-être juste Effectivement, j'hésitais à rentrer dans les détails ou pas, mais donc typiquement, par exemple, on a des professeurs qui vont s'intéresser aux maladies musculo-squelettiques et qui peuvent proposer un projet pour évaluer, améliorer, éviter des conditions musculo-squelettiques pour, par exemple, une catégorie de soignants, pour les infirmiers, pour les aides-soignants. Donc ici, l'hôpital peut se constituer partenaire pour dire, moi, j'aimerais que le chercheur universitaire travaille avec le directeur ou le chef d'unité des infirmiers. Je ne suis pas clinicien. Mais en gros, il va travailler avec une instance de l'hôpital qui ne sera pas un labo de recherche, mais plutôt, ça peut être le service de radiologie, l'unité ou la direction des infirmiers, le chef par exemple, des plateaux repas si on travaille avec un nutritionniste, un chercheur en nutrition. Donc, améliorer, par exemple, l'hôpital peut décider qu'il va travailler avec un chercheur en informatique, intelligence artificielle pour améliorer le traitement et l'archivage des radiographies pour détecter automatiquement pour que l'hôpital crée son propre logiciel de détection de fractures sur des radiographies. OK. Donc, si je comprends bien, dans le fond, parce qu'au départ, vous parliez de quelque chose qui aide leur fonctionnement, EDI, c'était les exemples que vous avez donnés, mais là, avec ce que vous dites, si on travaille avec un programme clinique quelconque et que l'hôpital souhaite investir quelque chose, ma question va se poursuivre, à améliorer les services cliniques en collaborant avec la recherche, c'est des types de projets qui sont recevables.
Tout à fait. OK. Donc, puis ensuite, est-ce que l'hôpital doit investir? Ça ne peut pas être d'une kind, là. Faut Effectivement, c'est du cash. faut qu'il donne un montant d'argent. Effectivement. OK. Puis les hôpitaux, c'est des possibilités, ça. Oui, Vous avez tout à vu? fait. Oui, OK. Tout à fait. On est en train de travailler avec différents, par exemple avec au CHUM, on travaille avec le pôle d'innovation et d'intelligence artificielle dirigé par Cathy Malas. Eux, ils ont des différents projets, différents organismes partenaires, donc d'autres entreprises externes qui ont déjà commencé à travailler avec l'hôpital. Et puis ici, l'hôpital et l'entreprise vont cofinancer des projets avec Mitax pour financer des stagiaires, par exemple. On est en train, j'ai eu une demande par exemple aussi pour le CHU Sainte-Justine, un professeur qui voulait créer un outil pour aider les soignants et les parents à filtrer un petit peu les urgences. Donner un outil pour dire, ben, écoutez, dans ces cas-ci, venez aux urgences, dans ces cas-ci, ne venez pas aux urgences, etc. Donc là, l'amélioration, c'est d'une part éviter la saturation, de rassurer les parents, mais aussi que l'hôpital puisse aussi tenir compte de certains aspects culturels qui sont transmis par la société de génération en génération et qu'il faut essayer de déconstruire et de moins considérer ça comme des urgences plutôt que des pathologies qu'il faut soigner. Donc, à chaque fois, ça va être des bénéfices qui vont bénéficier directement à l'hôpital, mais qui peuvent être partagés avec soit la société, soit avec le chercheur, soit avec d'autres entreprises ou des OBNL, et qui peuvent être financés soit juste par l'hôpital, soit par une OBNL, soit conjointement, soit par les SUS, etc. Merci. Merci à vous. Merci. Donc, je regarde le temps. Il est un peu passé midi. Si nos conférenciers sont prêts à rester quelques minutes de plus, je vois qu'on a encore des questions. C'est bien? D'accord. Donc, Claudine? Oui. Merci. Je veux juste une petite question de précision. Est-ce que la fondation d'un hôpital est considérée comme étant l'établissement ou est-ce que c'est admissible ou pas si une fondation veut soutenir? Alors, en fait, ce qu'on va proposer là, c'est, alors, si c'est par rapport à un projet à l'hôpital, Oui. pour lequel l'hôpital aura un bénéfice clair et direct, en fait, le partenaire sera l'hôpital, la facturation sera envoyée à la fondation. Donc ça, on sait que les hôpitaux n'ont pas beaucoup de marge de finances, donc on a facilité ça chez Mitax. Si c'est pour un projet qui ne concerne pas l'hôpital, ben dans ce cas-là, Mitax va essayer de faire une validation de l'OBNL. Est-ce que l'OBNL va vraiment prendre partie à la recherche en tant que tel ou pas? Mais comme je vous ai dit, si c'est un projet qui va concerner un bénéfice pour l'hôpital, dans ce cas-là, la facturation peut être envoyée à la fondation. Parfait, merci. Il faut juste y penser autrement. Oui, c'est bon. Effectivement. Je regarde dans le chat pour voir si nous avons reçu d'autres questions. Je vous invite à regarder dans le chat Ingrid Verduc. Vous a laissé un message, je crois que vous l'avez vu. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'ai regardé, je n'en ai pas vu. Je vois Carolina qui vient de relever la main. Je n'aurais peut-être une dernière. En termes de propriété intellectuelle, les compagnies, je trouve qu'ils sont super gagnantes parce qu'ils ont personnel ultra qualifié, ça leur coûte 7 000 $. On développe pour eux ou avec eux des produits très innovants. Comment ça se passe? C'est quoi les ententes de propriété intellectuelle entre vos organismes et les universités ou les chercheurs? Comment ça se passe, ça? Est-ce que je laisse réponse? Oui. La question était pour Mitax, pour MedTech Plus ou pour c'est MedTech et Mitax. Je pense que les deux sont concernés là, par ma question. J'ai comme une suggestion, Carolina. Je sais que Thomas va faire un atelier sur la propriété intellectuelle bientôt, puis je me demande si on devrait les faire revenir, mais ils peuvent te répondre, mais je pense que
Si jamais on voit que c'est une réponse complexe à donner, on est censé faire un atelier plus tard sur la propriété intellectuelle, mais je vous laisse répondre quand même. Je vais me lancer. Alors, pour Mitax, nous, on ne prend pas part à la propriété intellectuelle ni directement aux négociations. Lorsqu'on établit une entente entre Mitax et une université, par exemple, c'est qu'on essaie de s'assurer que l'université a déjà une politique par défaut de partage de propriété intellectuelle entre les chercheurs qui collaboraient avec des organismes externes. Donc, Mitax, nous, si l'entreprise nous pose la question, on va dire qu'il y a une entente par défaut qui peut se faire. Mais dans le cadre d'une demande Mitax, le chercheur, l'étudiant, l'entreprise peuvent chacun décider d'entreprendre une négociation à l'extérieur de cette entente par défaut. Et en fait, on encourage tout le temps à ce que justement qu'il n'y ait pas de tabou. En fait, que si le professeur qui encadre un étudiant et qui a investi un certain temps, d'une part, qu'il ait l'assurance de pouvoir publier ses résultats. Donc ça, Mitax, on va encourager ça. Et puis, parce que sinon, le professeur, il n'a aucun avantage. Et puis, deuxièmement, d'aller chercher éventuellement une part de propriété intellectuelle ou une part, effectivement, dans le brevet, etc., mais à le négocier. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est renvoyer toujours le professeur ou le partenaire vers, par exemple, à l'Université de Montréal, avec le BRDV, qui a des ressources pour aider les chercheurs, les étudiants et les organismes partenaires à trouver un accord. OK. C'est bon. Moi, je vais complémenter avec ça. Donc, nous, chez MedTech Plus, on a ce qu'on appelle une entente de recherche. Une fois que le projet est conventionné puis le MIE est autorisé d'avoir l'octroi de l'argent, on a une entente de recherche qui va être entre les deux partenaires industriels et académiques, et que le BRDV doit aussi signer. Cette entente-là doit stipuler les négociations de la propriété intellectuelle. Donc, MedTech Plus ne prend pas de propriété intellectuelle, rien, mais on doit s'assurer que dans l'entente de recherche, il y a des clauses de négociation de l'API. Donc, ça, c'est vraiment à la discrétion des partenaires. Nous, on veut juste s'assurer que ces négociations-là, ces discussions-là ont été négociées. Normalement, on s'assure dans la montée de projet, avant même que le projet soit autorisé. Dans la montée de projet, on va avoir quand même un bon plan de ça, que ces négociations soient là avant qu'on dépose le projet pour être sûr que lors de la rédaction de l'entente de recherche, il n'y a pas de chicane entre les partenaires. Parce que sinon, ça serait. Le projet est approuvé, puis ça, finalement, il se chicane sur la propriété intellectuelle, mais dans le fond, c'est ça. Donc, nous, on ne prend pas de pays, puis tout ça, mais on veut s'assurer qu'il y en ait. Normalement, les chercheurs, ce qu'ils veulent négocier, c'est vraiment d'avoir les publications, puis ces choses-là. Puis les partenaires industriels, normalement, ce qu'ils veulent négocier, c'est tout ce qui est de pays commercialisables, d'avoir les droits pour commercialiser, que ce soit d'avoir l'API ou d'avoir au moins la licence exclusive. Donc, des fois, ça peut être, l'API peut rester à l'université, mais d'avoir une licence de commercialisation exclusive à l'entreprise. Ils sont ultra gagnants à avoir une licence exclusive. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe, ces négociations-là, mais je pense que les industries sont ultra gagnantes. Oui, puis il y a beaucoup de scénarios, puis c'est ça, puis on s'assure que le BRDV doit signer l'énoncé de projet même et l'entente de recherche. Donc, ils sont inclus dans la boucle dès le début pour s'assurer que tout se passe bien à travers tout ça. OK, merci. Ça fait plaisir. Je vais juste rajouter un dernier petit mot. Je sais qu'au CHU, notamment, justement, il y a toujours une négociation sur, une fois qu'il y a un projet qui est monté en partenariat l'hôpital et des entreprises ou des OBNL, ils essaient toujours de négocier. Par exemple, si on crée un logiciel ou autre, que l'entreprise puisse la commercialiser, mais que éventuellement le CHUM puisse avoir une licence gratuite pendant X années ou des choses comme ça. Donc, vraiment, ça peut jouer à différents niveaux, propriété intellectuelle et puis ensuite brevet, licence d'utilisation, licence d'exploitation, etc. Puis aussi toute la section données aussi, parce que quand ça inclut des données patientes, ça aussi, il faut que ce soit bien écrit dans l'entente de recherche, que la compagnie puis ça, a accès aux données, mais seulement dans le cadre du projet de recherche, puis tout ça. Puis en tout cas, il y a tout ce fignolage-là à faire. Là. Ça, je suis un petit peu moins expérimenté. Moi, c'est plus du côté business, puis tout ça, là, et moins de côté de recherche là, que j'ai mon expertise.
Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on va terminer. Je regarde l'heure. On pourrait continuer à en parler davantage, mais je pense que c'est le bon moment pour terminer. Donc, Isabelle, voudrais-tu dire un petit mot? Je vois que Anouk Oui, bien, écoutez, on veut vraiment remercier là, les trois présentateurs. Ça a été vraiment bien, puis très informatif. Alors, merci beaucoup. Et puis, on invite les chercheurs à communiquer avec vous pour des questions ou pour faire des vérifications en termes des différents projets, mais je pense que ça vaut la peine de vraiment prendre avantage de vos trois là, organismes. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde pour votre participation là, à cette activité des axes et on en profite pour vous souhaiter un bel été aussi. Hein? On est rendu là. Alors, bonjour à tout le monde. Merci. Merci. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée.